Sans plus tarder, je vais appeler le docteur Jean-Benoît Corcuff de Bordeaux pour un exposé sur les bases fondamentales du vieillissement. Bonjour à tous. Donc merci aux organisateurs de m'avoir invité pour vous parler de ce sujet. Alors, vous l'aurez vu, je vais commencer par vous parler sur les bases fondamentales. Alors, je ne vais pas me placer comme les gériatres sur une base d'organes ou sur une base d'individus. Je vais partir de la cellule et en fait des progrès qu'on va dire relativement récents dans les 10-15 dernières années sur le vieillissement cellulaire, c'est-à-dire véritablement ce qui se passe dans une cellule qui est vieillie, plus que dans une cellule, dans un organisme qui est vieux. Alors, vous allez voir que ça fait une petite différence, et je vais essayer de vous parler du vieillissement, non pas du vieillissement pathologique, c'est-à-dire pas de l'infarctus, pas de l'athérome, pas du cancer, mais de la cellule âgée, c'est-à-dire la cellule sénescente, qui a véritablement des particularités. Alors, ça va être quelque chose de relativement fondamental, et vous allez voir quand même qu'à la fin, il y a quelques petits espoirs de modification de la sénescence cellulaire, avec éventuellement des espoirs sur une amélioration de la vieillissement des organes, voire de l'individu en général. Alors, on va commencer par quelques définitions. Alors, le vieillissement, grosso modo, c'est à peu près pareil que la sénescence. C'est un processus naturel qui est exacerbé par les stress qui sont subis tout au long de la vie, et ce processus conduit un organisme à ne plus assurer son équilibre physiologique, voire éventuellement un peu à changer l'équilibre physiologique, et éventuellement le conduira à la mort. C'est un processus qui est lent, qui est progressif, et qui implique des facteurs biologiques, des facteurs psychologiques, des facteurs sociaux, donc un ensemble de composantes qui sont en partie génétiques, donc propres à l'individu, et en partie liées à l'histoire de la vie individuelle, c'est-à-dire en fait des composantes environnementales. Donc, je vous ai mis juste dessous pour illustrer ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça, c'est la pyramide des âges dans le monde. Elle est relativement pyramidale. C'était ce qu'on avait aux alentours de l'année 1900 en France. Et ça, c'est l'Europe de l'Ouest maintenant. Vous voyez que la pyramide, c'est plus une pyramide, c'est un losange, avec les personnes âgées qui deviennent de plus en plus nombreuses et qui, bien entendu, on peut souhaiter, vont continuer à être de plus en plus nombreuses. Mais vous voyez, ce qu'on disait, c'est qu'on a un vieillissement avec énormément de personnes qui ont entre 60 et 75 ans. Et donc, il y a éventuellement un intérêt à essayer de les maintenir dans la meilleure santé possible. Si on pouvait rallonger leur vie, ce serait bien, mais au moins dans la meilleure santé possible, d'une part pour eux et d'autre part pour l'ensemble de la société. Alors, je vous l'ai dit, la sénescence est un ensemble de processus moléculaires, histologiques, physiologiques, psychologiques qui aboutit à une moindre efficacité des cellules. En fait, cette moindre efficacité des cellules, elle est liée à deux choses. D'abord, une diminution du nombre des cellules. Il y a une mort cellulaire et une diminution de la vitesse de prolifération. Et il y a un dérèglement du fonctionnement des cellules qui restent. Dérèglement, ça veut dire que la structure et la fonction des cellules qui sont vivantes n'est plus tout à fait normale. Pour vous montrer très schématiquement ce qui se passe, on part ici à gauche de cellules normales dans un tissu sain. Au fur et à mesure de la vie, s'accumulent des lésions qui sont environnementales, qui sont traumatiques, qui sont dues aux ultraviolets, au rayonnement, etc. Et ceci aboutit à une diminution des cellules normales. Certaines cellules vont être apoptotiques, donc elles vont se suicider et disparaître. Ça va contribuer à une diminution de la masse cellulaire. Certaines cellules vont devenir sénescentes, et c'est à celles-là qu'on va s'intéresser. Et puis certaines cellules vont acquérir des anomalies sur leur ADN, éventuellement mutées, et ce qui donnera dans un second temps des cellules cancéreuses. Entre-temps, certaines cellules seront devenues dysfonctionnelles, ce qui ne c'est pas très loin des cellules sénescentes. Vous voyez que le nombre de cellules sénescentes reste relativement constant. Les cellules sénescentes s'arrêtent de fonctionner normalement, ne meurent pas, mais ne prolifèrent pas non plus. Ça, c'est grosso modo le tableau qui se passe au cours du vieillissement de l'organisme. Alors, un point important qui est, on va dire, pas spontanément envisagé, c'est est-il normal de vieillir ? En fait, pas forcément. Chez l'homme, chez nous, les cellules ont une capacité de prolifération qui est modérée. On estime grosso modo qu'on a à peu près 50 générations cellulaires
depuis notre embryogénèse jusqu'à la mort. Ça aboutit en fait à une diminution du nombre de cellules dans l'organisme qui est assez conséquente, puisqu'on a entre un quart et un tiers des cellules qui survivent aux alentours de 75 ans. Ça ne reflète pas la baisse, pardon, ça ne reflète pas complètement la baisse d'efficacité, puisqu'en fait chacune de ces cellules qui restent n'est pas non plus pleinement fonctionnelle. Donc ça c'est au niveau cellulaire, bien sûr, au niveau tissulaire, ça se complique. Pourquoi je vous disais que ce n'est pas forcément normal de vieillir? C'est parce qu'il existe des espèces qui ne vieillissent pas. Il y a des espèces qui n'ont pas de sénescence cellulaire. Ce ne sont pas forcément des espèces unicellulaires qui se divisent et qui font deux organismes identiques, c'est aussi des espèces pluricellulaires, alors qu'ils ne sont pas forcément très évolués, hein, des éponges, des hydres, des coraux. Le homard ne vieillit pas. Donc il y a une certaine, exception. Il y a des organismes complexes, relativement complexes, le homard, qui ne présentent pas de sénescence. Alors ça laisse envisager qu'il y a des mécanismes particuliers qui sont à l'œuvre dans ces organismes et qui font que les cellules, alors, soit se renouvellent, soit en fait gardent des capacités beaucoup plus longtemps que les nôtres. Quels sont les éléments indispensables à la survie de ces cellules? Quelles sont les altérations cellulaires qui arrivent chez nous et éventuellement quelles sont les causes de ces altérations? Ça, c'est l'objectif de l'étude de la sénescence cellulaire. En d'autres termes, existe-t-il une cause spécifique au vieillissement? C'est peu probable, mais en tout cas, on peut trouver plusieurs pistes. Donc, je vais essayer de vous décrire d'abord quelques exemples de théories, et vous verrez qu'en fait, il y a des choses que vous connaissez. La grosse difficulté, en fait, depuis 15-20 ans, ça a été de regrouper ces théories selon, on va dire, un ordre qui fait qu'on puisse envisager un traitement éventuellement, ou au moins des éléments pour dire que des cellules ou un organisme a véritablement des cellules sénescentes en quantité importante. L'objectif étant quoi, bien sûr, d'essayer d'imaginer quelques pistes thérapeutiques. Je vais commencer par vous parler de quelques théories génétiques ou génomiques. Et là, les choses risquent d'être un petit peu plus compliquées. Je vous parlerai des mutations, des déficits de réparation et puis des réductions de télomères. Chacune de ces choses, vous en aurez un petit peu entendu parler. Et c'est pour vous donner une espèce de contexte, une mosaïque de choses, pour essayer de vous montrer la complexité du système. D'abord, pourquoi imaginer des théories génétiques et génomiques? En fait, de manière assez simple, parce que dans une espèce donnée, la plupart des individus ont une vie à peu près identique en termes de durée. Vous imaginez, je ne sais pas, les moustiques, vous ne voyez pas des moustiques qui vivent 20 ans, par contre vous verrez la plupart des tortues qui vivent plus de 100 ans. Il y a par ailleurs une assez bonne correspondance de durée de vie entre les jumeaux. Je vais y revenir, sauf accident, sauf éventuellement survenue d'un cancer, l'espérance de vie d'une paire de jumeaux monozygotes est en général assez proche. Il y a par ailleurs des maladies, des modèles génétiques affectant un gène qui peuvent donner des modèles de vieillissement accéléré. Il y a peu, mais il y a quelques exemples également de polymorphisme de certains gènes qui affectent l'espérance de vie. Donc je vous ai mis 2 gènes, aucune importance de ces 2 gènes, si ce n'est qu'on sait que par la modification mineure d'un gène, on peut influencer l'espérance de vie d'un individu. Alors expérimentalement, il est possible, bien évidemment, par des manipulations génétiques, d'allonger ou de raccourcir la durée de vie, et en général, l'espérance de vie est proportionnelle à la capacité de réparation de l'ADN. Je vous donne juste 3 exemples. Je vous ai dit qu'il y avait une bonne concordance de la durée de vie chez les jumeaux. En fait, bien évidemment, c'est vrai chez les jumeaux monozygotes, alors que les dizygotes, c'est comme les frères et sœurs, mais les jumeaux dizygotes sont plus proches que les gens qui ne sont pas du tout apparentés. Et ceci semble être en corrélation avec la méthylation de l'ADN. La méthylation de l'ADN, c'est en fait un marqueur de l'inhibition de la transcription des gènes. Ça, c'est une observation, ça n'a pas d'explication claire pour l'instant. Néanmoins, ça laisse penser qu'il y a des facteurs génétiques. Il y a des explications génétiques monogéniques de vieillissement accéléré. Je vous ai mis quelques syndromes au nom imprononçable ici, qui en général touchent des gènes bien particuliers, qui sont des gènes de réparation de l'ADN
pour la plupart. Il y a une variabilité très importante de la survie. Donc, il y a un petit décalage, excusez-moi ici. Donc ça peut aller d'un raccourcissement de la vie, on va dire relativement modéré, avec une survie moyenne à 47 ans, et puis il y a des enfants qui meurent aux alentours de 10 ans ici. Certaines de ces pathologies, de ces maladies de la durée de vie, s'accompagnent de cancer, d'autres non. Donc ce ne sont pas des mécanismes univoques. Le dernier point, qui on va dire est assez banal, c'est la trisomie 21. La trisomie 21, bien sûr, c'est 3 chromosomes 21 qui s'accompagnent de certains symptômes de vieillissement accéléré, cutané, cérébral, cataracte, cancer, multiplication cellulaire diminuée, parfois il y a des leucémies, donc c'est l'inverse, donc tumorigénèse possible. Et la particularité, c'est que sur ce chromosome 21, il y a des enzymes clés pour la détoxification des dérivés réactifs de l'oxygène, la superoxyde dismutase. Il y a des protéines amyloïdes, des protéines pro-inflammatoires, et en fait, cet ensemble ici de gènes, quand ils sont surexprimés chez l'animal, entraîne des équivalents de d'Alzheimer, une accumulation de dérivés de l'oxygène, et donc une oxydation importante des protéines qui sont des symptômes de sénescence cellulaire. Donc il y a des anomalies génétiques qui, on va dire, favorisent la sénescence. Ces anomalies génétiques sont souvent des anomalies qui sont liées à des mutations ou à des déficits des systèmes de réparation de l'ADN. En fait, c'est une théorie de l'usure des gènes. Plus il y a de lésions, plus il y a de dommages qui s'accumulent sur l'ADN, plus on considère que le fonctionnement du génome, c'est-à-dire sa transcription et efficacité des protéines, est modifié. Alors la question c'est, bien sûr, nous avons des systèmes de réparation. Pourquoi ces systèmes de réparation ne marchent-ils plus? Pourquoi n'arrivent-ils plus à endiguer l'ensemble des lésions? Alors, je vais passer rapidement dessus, mais en fait, les systèmes de réparation sont très complexes. Il faut détecter la lésion, il faut l'exciser et il faut réparer. Ça fait intervenir de très nombreux acteurs, parce qu'il y a de très nombreux types de lésions. Il y a des oxydations, il y a des dimères par les ultraviolets, il y a des mutations. Donc il y a plein de systèmes de réparation. Je vous en montrerai une image tout à l'heure. Et bien sûr, on peut imaginer que c'est cette accumulation d'anomalies qui fait que les systèmes deviennent dépassés. Mais c'est ce qu'on peut croire, mais on n'a pas de preuve clairement de ceci. Bien sûr, la sénescence fait qu'on aura simplement un dysfonctionnement, et si on a une mutation qui entraîne une prolifération, la cellule ne sera plus sénescente, mais elle sera mutée avec éventuellement une cancérisation. Alors ces théories, comme ça, ont l'air assez satisfaisantes. Le problème, c'est que les cellules sénescentes vieillissent à peu près toutes de la même façon. Le phénotype d'une cellule qui est vieillie est assez similaire, alors que si c'était des anomalies lésionnelles sur l'ADN, on aurait des lésions aléatoires et ça pourrait donner un tableau variable. Ce n'est pas tout à fait le cas. Alors il y a des explications, on dit les dommages sont non identiques, peut-être que la position sur les génomes joue, les réparations se font mal toujours sur la même région, ce qui entraîne toujours les mêmes lésions. Ceci dit, c'est des explications pour essayer de comprendre ce qu'on voit, mais ce n'est pas des explications forcément extraordinairement convaincantes. Alors ça, c'est sans aucun intérêt en ce qui concerne les noms. Là, je vous ai juste mis un système de réparation. Vous voyez qu'il y a l'ADN qui est ici, tout un tas de facteurs qui repèrent les lésions, des kinases qui vont être activées par ces complexes, qui vont activer des médiateurs, qui eux-mêmes vont activer des kinases et qui vont déclencher des effecteurs, soit d'apoptose, soit d'arrêt de prolifération. Et vous avez ici la liste des systèmes de réparation. Vous voyez qu'il y en a au moins 6 et chacun travaille avec un ensemble de protéines très complexes. Vous voyez que si jamais il y a une anomalie qui se reproduit, on va avoir une efficacité ici à peu près identique. Donc on a plein d'effecteurs possibles, plein de coupables possibles, mais pas forcément, on va dire, un critère clair. Si ce n'est que lorsqu'on a effectivement une mutation caractérisée sur un de ces systèmes, parfois on a des sénescences catégoriquement accélérées. Le dernier point pour les théories génomiques, c'est la réduction des télomères. Vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années
de quelqu'un qui avait publié un truc sur la réduction des télomères et qui pensait avoir trouvé la fontaine de Jouvence en garantissant que les cellules gardaient les télomères qui sont longs. Les télomères, c'est quoi? C'est l'extrémité des chromosomes qui est assez complexe à décrire. Vous voyez que l'ADN fait une espèce de boucle sur elle-même. L'objectif étant de protéger l'ADN de la destruction, donc il y a une couverture protéique. Seules les cellules germinales, les cellules souches et les cellules cancéreuses gardent des télomères de la même longueur. Les télomères qui se raccourcissent sont en fait un marqueur de la sénescence cellulaire, ou tout du moins du nombre de proliférations cellulaires depuis l'embryogenèse. Et lorsque les télomères sont très courts, les cellules rentrent en sénescence. D'où l'idée assez simple, on va empêcher les télomères de raccourcir en rajoutant une enzyme qui s'appelle la télomérase, et on va avoir un arrêt de la dégradation. Effectivement, on a des cellules qui survivent plus longtemps, et en fait, on a aussi des cancers qui se développent. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, la réduction des télomères, ça n'est pas la cause de la sénescence, ou du moins c'est peut-être une petite cause de la sénescence, mais c'est surtout le témoin d'une anomalie de réparation de l'ADN, ce qui nous ramène au cas précédent. Donc c'est plutôt un marqueur de sénescence que véritablement une cause de sénescence. À la limite, ça peut peut-être être un petit peu des deux. Donc, ça, c'était pour vous montrer qu'il y avait des théories qui étaient des théories sur le génome. Des théories non génétiques, il y en a. Il y en a en particulier qui montrent que le potentiel de prolifération est limité. Il est limité et il est proportionnel à la durée de vie des espèces. Donc je vous passe les cellules qui ne prolifèrent pas, les neurones, les hépatocytes en temps normal, alors qu'on a des hépatocytes qui peuvent se multiplier en cas d'agression, les entérocytes qui se multiplient très rapidement. Cette multiplication et cette prolifération ont des caractéristiques phénotypiques qui essentiellement portent sur l'expression des oncogènes et sur les cyclines et les CDK qui sont les éléments qui commandent la prolifération cellulaire. La sénescence affecte ces protéines et affecte en fait les capacités de prolifération cellulaire. Donc, lorsque les cellules ont proliféré 50 fois pour ce qui concerne les cellules humaines, on a des modifications phénotypiques et des modifications de prolifération cellulaire. Ceci pourquoi? Ceci parce qu'il y a un réseau très compliqué de protéines qui commandent la prolifération cellulaire lors d'un stimulus, un facteur de croissance par exemple, et qui, lors de la sénescence, en fait, sont inhibés. Ça, ce sont les kinases qui commandent la prolifération cellulaire, et en cours de sénescence, ils sont inhibés ici par P16 et P21. Cette inhibition ici va affecter, alors par des systèmes croisés, directs, de rétrocontrôle ou indirects, va affecter la prolifération cellulaire qui va s'arrêter. Alors en fait, ces systèmes sont très proches des systèmes de l'apoptose, c'est-à-dire les systèmes de suicide cellulaire. Donc il n'est pas forcément très clair de savoir pourquoi certaines cellules vont s'arrêter de proliférer et pourquoi d'autres vont rentrer en apoptose. Donc vous voyez, je suis en train de vous donner plein de pistes, mais pas du tout de certitude. La théorie qui devient de plus en plus intéressante et qui va en fait être, on va dire, celle qui va amener à découvrir un peu le point commun, c'est la théorie de l'oxydoréduction. Vous savez que nous sommes des animaux qui respirons et notre fonctionnement cellulaire normal se fait par oxydation. Donc nous produisons beaucoup de dérivés oxydants. En fonction du type cellulaire et de l'activité cellulaire, nous allons avoir une production variable de molécules oxydantes dans la mitochondrie avec des enzymes diverses et variées. Et cette respiration cellulaire va être affectée par tout un tas de molécules, de facteurs de croissance, d'effecteurs cellulaires pour aboutir ici à des modifications biochimiques de nos tissus qui peuvent être définitives.
Alors ici, nous avons les dérivés réactifs de l'oxygène, qui sont des radicaux chimiques qui dérivent de l'oxygène, en passant par l'eau oxygénée éventuellement, et qui ont une capacité oxydante très importante, qui vont oxyder les molécules organiques. Plus les molécules organiques vont être oxydées, moins elles seront capables d'effectuer leur fonction normale. La gravité sera plus particulière sur les molécules à demi-vie longue, c'est-à-dire, par exemple, le collagène dans les tissus interstitiels, toutes les protéines de structure et bien sûr l'ADN. Donc on va avoir comme ça une relation entre l'oxydation des molécules organiques et la respiration cellulaire. D'autres systèmes sont affectés, je vous ai vu les membranes avec une peroxydation des lipides membranaires, une altération de la fonction mitochondriale, donc fonction de la respiration elle-même. Donc il y a en fait un rétrocontrôle qui affecte tous les systèmes de respiration. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une accumulation irréversible de ces composés fait que les protéines, les acides aminés, donc je vous ai mis ici certaines cibles plus sensibles, les acides aminés soufrés et aromatiques sont plus sensibles. Alors, je vous en reparlerai, la méthionine du collagène. Les produits avancés de glycation, qui sont des produits qui dérivent de la glycooxydation, c'est ce qui se passe dans le diabète et qui est responsable dans le diabète d'un vieillissement accéléré de certaines molécules. Ça se passe chez la personne âgée, c'est le même phénomène, bon, pas moins rapide à cause des glycémies qui sont un peu mieux contrôlées, mais néanmoins c'est la même chose. Et puis tout un tas comme ça de modifications qui affectent les protéines, et ces modifications affectent elles-mêmes les réactions cellulaires d'inflammation tissulaire. Donc le vieillissement s'accompagne en plus d'une inflammation à bas bruit. Donc on a comme ça la simple respiration, le simple fait de respirer, qui modifie nos protéines, et en particulier celles qui sont très longues. On aboutit comme ça à un déséquilibre d'une balance. Nous avons des systèmes d'oxydation, des systèmes antioxydants et une accumulation de molécules oxydées. Bien sûr, nous avons des systèmes antioxydants. Et c'est cela qui risque d'améliorer la survie et le fonctionnement des cellules s'ils sont suffisamment actifs. C'est bon, on va y arriver. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment ces théories ont réussi à devenir un petit peu intégrées? Eh bien, la principale avancée est venue de la restriction alimentaire. Dans certaines espèces, je vous parlerai de la levure, du nématode et de la mouche, la restriction alimentaire multiplie par 2 ou 3 la survie, la durée de vie des animaux, ce qui est quand même très important. Les drogues, les traitements peuvent faire mieux, au moins pour les levures et le petit ver. Alors, vous voyez ici, en fonction de la prise alimentaire, en abscisse, vous avez une amélioration de la survie qui est optimale à quelque chose qui est entre carrément la carence alimentaire et la restriction alimentaire. C'est là où on survit, enfin au moins ces espèces-là survivent plus longtemps. Par contre, vous voyez que la capacité de reproduction, elle, n'est pas optimale à ce moment-là. En d'autres termes, les animaux qui survivent bien quand on les restreint d'un point de vue alimentaire, ils ne se reproduisent pas très très bien. Pour ce qui est des animaux, souris, singes, voire hommes, c'est moins net. On arrive à des améliorations de la survie, et je ne vous parle pas de la restriction alimentaire ici, mais de drogues qui affectent une enzyme impliquée dans la régulation du métabolisme. On passe du nombre de survivants ici bleus au rouge. Vous voyez que la survie maximale de ces souris n'est pas très affectée. Elles ne vivent pas beaucoup plus longtemps. Par contre, on en a clairement beaucoup plus qui survivent plus longtemps. Donc la longueur réelle maximale n'est pas très affectée, mais la survie moyenne est affectée. Pourquoi? Donc dans ce dessin auquel vous ne comprendrez rien, il y a 2 choses à retenir. Toutes les espèces étudiées, toutes les chaînes que vous voyez partir vers le bas sont des voies métaboliques, des voies signalant, on va dire, une réplétion calorique, énergétique pour la cellule. Et ça aboutit, en fait, à des stimuli qui vont protéger la cellule. Le point commun qu'on a trouvé, c'est des molécules qui s'appellent des sirtuines. Ces sirtuines, ce sont des enzymes, des déacétylases, qui sont une petite famille,
et qui vont en fait, oula, il y a eu des petits changements dans mon diapo, qui vont affecter tout un tas de gènes qui vont eux-mêmes toucher, vous voyez ici, la l'hypogénèse, la sécrétion d'insuline, la glycolyse. Comme ça, tout un tas de gènes, alors ici c'est sirtuine 1, ici c'est la 3, qui vont affecter des gènes du métabolisme, en particulier lipidique et glucidique. Et quand on sait que le vieillissement s'accompagne souvent d'insulinorésistance, lorsque vous modifiez l'activité de ces gènes, vous modifiez l'activité lipolytique, glycolytique, vous modifiez l'accumulation de dérivés réactifs de l'oxygène et éventuellement vous améliorez le fonctionnement cellulaire. Alors ça, c'est un ensemble de théories. Grosso modo, pour l'instant, bien sûr, on n'a aucune preuve chez l'homme que la restriction alimentaire améliore la longévité. Par contre, on a pas mal de preuves chez les animaux comme les singes, voire nous, que la restriction calorique améliore beaucoup de paramètres biologiques. Ici, je vous ai mis des paramètres biologiques qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont utilisés habituellement en clinique. Je vous ai mis ceux qui sont susceptibles d'explorer potentiellement le vieillissement cellulaire. Alors, vous aurez le diaporama, je ne vais pas tous vous les passer en revue, mais il faut savoir qu'il y a des moyens de regarder le potentiel oxydant et antioxydant de l'organisme, qu'on peut regarder l'accumulation des dérivés oxydés avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins de spécificité, et en fait, aucun marqueur ne dit véritablement cette personne a un grand nombre de cellules sénescentes, cette personne est âgée d'un point de vue cellulaire. Néanmoins, pour des études longitudinales ou des grandes études épidémiologiques transversales, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Vous l'aurez compris, on peut imaginer une restriction alimentaire. Ce n'est pas très facile à faire, on essaie de le faire déjà chez les gens qui ont un surpoids, chez les diabétiques, c'est quelque chose qui est difficile. Est-ce qu'on peut améliorer les choses en donnant des antioxydants? Il y a beaucoup d'antioxydants qui ont été essayés, beaucoup qui sont testés. En fait, peu servent cliniquement à quelque chose. Il y a des études qui ont été faites, on gagne peut-être 1 an ou 2 ans, et ce n'est pas prouvé parce qu'il y a plein de facteurs confondants, parce que ceux qui vont, par exemple, manger plus de vitamine C, c'est ceux qui vont manger plus de fruits, mais ils vont aussi manger plus de fibres, ils vont sans doute faire plus d'exercices, donc il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, ce n'est pas très facile. On a apparemment épidémiologiquement un truc, peut-être que le sélénium, qui est carencé dans certaines régions du monde au niveau du sol, et donc dans les plantes qui y poussent, pourrait être un facteur délétère lorsqu'il est carencé. Et en tout cas, clairement, avec l'alimentation qu'on a, on a moins de sélénium dans l'alimentation des personnes âgées que dans les autres. Donc peut-être que ça, ce serait une piste. Donc, vous l'avez compris, je viens de Bordeaux. Donc je vais vous parler du resveratrol. Le resveratrol, c'est quoi? C'est une molécule qui, avec d'autres molécules de la peau du raisin, mais d'autres plantes, diminue, du moins modifie un certain nombre de métabolismes en affectant sans doute les sirtuines, mais pas forcément directement. Le resveratrol, donc une fois qu'il est isolé, d'abord il y en a beaucoup dans certaines médecines, comme la médecine chinoise, et le resveratrol du vin, mais aussi du jus de raisin, allonge largement la durée de vie de certaines espèces. Ça mime en fait les effets de la restriction calorique. Peut-être pas directement, mais indirectement. C'est une des raisons pour expliquer que la consommation modérée de vin aurait tendance à allonger la durée de vie. Je dis bien de vin, et encore c'est du vin rouge, donc les alcools forts ça ne marche pas, il n'y a pas de tanin, et le jus de raisin en fait est tellement sucré qu'on ne peut pas le faire pendant très longtemps. Donc ça c'est une piste thérapeutique possible, c'est le resveratrol ou des molécules apparentées. Donc, en conclusion, il y a de très nombreuses causes d'anomalies cellulaires qui peuvent initier une sénescence cellulaire. Je vous ai mis une cellule sénescente, des télomères dysfonctionnels, des dommages de l'ADN, mais pas sur les télomères, des signaux excessifs de prolifération, des perturbations non génomiques. Ça aboutit à un arrêt de cellules
éventuellement à une apoptose et éventuellement à une mutation. Le dénominateur commun, de moins celui qu'on pense être le dénominateur commun, ce sont les sirtuines. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, une approche environnementale, pas trop de stress, des médicaments, pas sûr, la restriction calorique, certainement, mais il faudrait la tenir toute la vie, encore que chez l'animal, un animal, on va dire, d'âge moyen bénéficie largement d'une réduction calorique. Ce n'est pas forcément nécessaire de commencer très tôt chez l'animal. Je ne dis pas qu'il faut le faire chez l'homme, parce que chez le singe, ça n'a pas l'air extraordinairement efficace. Il y a des cibles intéressantes, les cibles de l'hormone de croissance et de l'IGF-1. En général, les gens qui ont des anomalies, des insuffisances somatotropes ont une survie un peu plus longue, mais ils ont aussi des complications cardiovasculaires, donc ce n'est pas sûr. Des cibles, et donc le resveratrol et un prolongement par les cellules souches. Donc la question, en fait, c'est est-ce qu'effectivement on peut faire quelque chose? On peut sans doute faire quelque chose en améliorant le fonctionnement cellulaire, mais pas forcément en augmentant la durée de vie totale de l'organisme. Voilà, je vous remercie. T'as eu mon animation? Ça marche pas. Nous remercions le docteur Koukouff pour son brillant exposé. Étant donné que nous avons dépassé un petit peu le temps qui était imparti, est-ce que ce ne serait pas mieux de réserver les questions pour la pause? Ou est-ce qu'il y a des questions, une ou deux questions rapidement pour ne pas se mettre en retard? Oui. On aura compris qu'il faudra boire un peu de vin de Bordeaux, mais en quantité modérée. J'en ai pas amené assez pour tout le monde. C'est interdit dans la soupe, c'est trop lourd. Bonjour, moi je travaille dans un laboratoire d'analyse spécialisé, donc au laboratoire Cerba, et nous faisons énormément de bilans dits du vieillissement, c'est-à-dire de l'anti-aging, sponsorisé par Pierre, Paul, Jacques, pour des charmantes... Donc je dose à peu près tout ce que vous avez dit, les vitamines, les machins, la mélatonine, le 8-OHDG, bon, je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas si ça marche bien. Et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Parce que je suis le biologiste, moi. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça le problème. On peut doser des choses. Moi, je pense que ce que j'ai présenté et ce que vous dosez, je pense que c'est intéressant d'un point de vue épidémiologique. C'est intéressant éventuellement dans le cas d'un protocole ciblé. Je ne sais pas ce qu'on fait parce qu'actuellement, il n'y a pas chez l'homme de médicaments qui réellement fassent quelque chose. Alors c'est vrai, on va dire, le resveratrol a un avantage, c'est que d'abord, il peut être plaisant à prendre, mais en fait, bon, il y a les inconvénients de l'alcool qui se rajoutent dessus, donc c'est pas non plus évident. Il y a des comprimés de resveratrol, hein, bien sûr, sur Internet, on trouve du resveratrol, on trouve des panels d'antioxydants, on trouve un tas de trucs, hein. Actuellement, moi je bois du vin, voilà, c'est tout. Non, ce qui me fait sourire, c'est que bon, je ne savais pas que c'était la restriction calorique qui était importante. Voilà, ça, et évidemment, quand même, les populations qui font ce genre de bilan, ce ne sont pas des populations qui sont en restriction calorique, parce qu'il faut bien qu'ils se les payent, donc en général, ils se payent autre chose à côté. Donc voilà, donc la prochaine fois, je leur conseillerais de se mettre en restriction calorique, plutôt que d'acheter le glutathion sur Internet, parce que... Alors après, je pense qu'il y a un problème, c'est acheter n'importe quoi sur Internet, ça c'est dangereux. Dire un mot? Oui, juste un court commentaire, parce que la restriction calorique, c'est un concept qui est passionnant, mais je pense que c'est un concept de laboratoire, oui. Et qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dise aux praticiens, et qu'on peut inverser le postulat en disant que c'est pas manger moins qui rallonge la vie, c'est manger trop qui la raccourcit. Et dans le contexte de la gériatrie, je crois que le vrai péril, c'est la dénutrition et ses complications. Je parle des personnes très âgées. Absolument. Et certainement pas la pléthore. Non, là, il faut bien comprendre que c'est une restriction calorique à partir d'un âge moyen, d'un niveau de laboratoire, qui prolonge leur vie. En aucun cas, je plaide pour la restriction calorique d'une personne âgée. Hein. Ça, c'est de la prévention, c'est certainement pas curatif. Hein. Juste dire un petit commentaire. Quand on étudie les centenaires actuellement, on remarque qu'il y a une grosse population de femmes qui ont vécu les guerres, l'après-guerre, et qui disent qu'elles ont mangé sainement, elles ont mangé peu, elles ont beaucoup travaillé, elles avaient une bonne hygiène de vie et un bon moral. Donc c'est vrai, nous avons beaucoup de bilans à faire, mais c'est vrai que quand elles parlent de leur vie, on retrouve tout
tout ce que vous venez de dire, un peu de vin, une bonne alimentation, 7 fruits et 5 fruits et légumes par jour, et finalement une bonne hygiène de vie. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est sur les capacités de réparation de l'ADN. Les capacités de réparation de l'ADN des personnes qui ont 70 ans est abaissée par rapport aux enfants, par exemple. Mais par contre, la capacité de réparation de l'ADN des centenaires est très bonne. Comme si, en fait, ceux qui n'avaient pas de bonne capacité mouraient à 70 ans, et ceux qui avaient une très bonne capacité, finalement, survivaient plus longtemps. Mais on n'a pas de moyen d'influencer ça, par contre. Oui, bonsoir, André Giral de l'ANTAB. Donc, actuellement, dans la littérature, il y a qui est sorti, la littérature, il y a une eau qui est sortie, c'est une eau alcaline. Donc, actuellement, sur Internet, vous pouvez y aller, l'eau de Kergen, qui est une eau alcaline et qui, il paraît, intervient dans le processus d'oxydoréduction. Alors, est-ce que vous êtes au courant et qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Moi, je ne suis pas au courant de ce type d'eau. Je pense que l'idée, ce serait de diminuer effectivement les réactions d'oxydoréduction, mais il faudrait que ce soit intracellulaire. Et quand on boit de l'eau, à mon avis, l'eau alcaline, elle n'arrivera pas à modifier ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, enfin, si la cellule a une homéostasie normale. Donc, à mon avis, je n'ai rien contre l'eau alcaline, hein, mais je ne suis pas sûr que ça change quelque chose dans ce cas-là. Oui, bonjour. Oui, je sais que la DHEA a des effets bénéfiques sur le vieillissement ovarien. Et est-ce que c'est le cas sur le vieillissement des cellules somatiques? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent de la DHEA. Enfin, moi, ma spécialité, c'est endocrino. Donc, je suis endocrino, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre le pourquoi de la DHEA. En fait, la forme normale, c'est le sulfate de DHA, puisque c'est quand même essentiel. Alors, il semble quand même qu'il y ait des cellules qui ont des récepteurs spécifiques pour la DHEA et pas le sulfate. Peut-être des cellules immunocompétentes. Donc, lymphocytes, je ne me rappelle plus très bien. Pour ce qui est du reste de l'organisme, j'en ai pas la moindre idée et je ne sais pas du tout si ça a un rapport quelconque. Pour ce que j'en sais, il y aurait une supputation, ce serait sur des cellules immunocompétentes avec des récepteurs spécifiques. J'en sais pas plus.